Vous êtes sur la Pan-African Media 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les présidents de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de la Mauritanie, du Gabon et du Libéria ont été reçus à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump. Les États-Unis affichent désormais leur volonté de voir une nouvelle coopération et de créer de nouvelles relations avec le continent africain vers des partenariats dits gagnant-gagnant. Comment ces pays africains peuvent-ils réellement tirer profit de ce nouveau schéma de coopération avec les États-Unis? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et puis, à l'heure où le monde se redessine autour de nouveaux pôles de puissance, l'Afrique se positionne au cœur des enjeux du 17e sommet des BRICS, entre promesses de développement inclusif et quête d'un nouvel ordre mondial. Le continent entend faire entendre sa voix. Mais quelle opportunité concrète pour les BRICS offre-t-il à l'Afrique pour une mondialisation plus juste? Des éléments de réponse enfin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit notamment de Mamadou Thior. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci beaucoup de l'invitation. Ravi d'être sur le plateau de Média. Et juste en face de vous, docteur Latir Tine. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur en paix et sécurité. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de débrief. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nous allons tout de suite démarrer avec la première thématique. Nous l'avons souligné, on parlera de ce qui peut s'apparenter à un mini-sommet Afrique-États-Unis. 5 pays africains invités par le président Donald Trump. Mamadou Thior, que vous inspire justement cette rencontre entre l'Afrique et les États-Unis? Il faut d'abord s'interroger sur le format voulu par Donald Trump, parce que depuis 2014, les États-Unis avaient initié ce qu'on appelle un sommet États-Unis-Afrique qui réunissait les 54 pays du continent qui étaient représentés. Cette fois, c'est en format réduit avec 5 chefs d'État. Donc, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils voulaient à travers ce schéma-là et à travers même les 5 pays choisis, sur quels critères. Mais finalement, on a vu après les échanges que, fidèle à sa doctrine, sur les minerais et les terres rares, comme il le dit, c'était ça qui omnibilait Donald Trump, parce qu'il s'était rendu compte que, à beau vouloir se désintéresser de l'Afrique, les Chinois et les Russes sont en train de s'intéresser au continent. Et qui sait, ces deux pays-là sont ses plus grands rivaux. Il ne voulait pas laisser le terrain, et ses diplomates lui ont dit, Monsieur le Président, ça, il n'est pas question de continuer à ignorer l'Afrique, parce que durant son premier mandat de 2016 à 2020, il avait une formule qui avait fait mal à beaucoup d'Africains. Exactement. Que c'était des pays à la limite de merde. Ouais. Donc, revenir pour son second mandat, pour vraiment s'intéresser à l'Afrique, il faut être Donald Trump pour le faire. Justement, en parlant de cette déclaration, parce que la question que beaucoup se posent aujourd'hui, vous l'avez souligné, mon cher Thior, dans votre analyse, ça a été un sommet très sélectif, parce qu'on rappelle qu'il y a 5 pays qui ont participé. Et la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Trump s'intéresse uniquement aux matières premières, parce qu'il aurait pu également s'intéresser à autre chose en invitant d'autres pays, d'autres mastodontes des puissances économiques sur le continent, notamment le Nigeria ou l'Afrique du Sud, qui n'étaient pas évidemment invités à la Maison-Blanche. Certainement, c'est dû au fait qu'il a choisi les plus malléables aussi. Parce que quand vous invitez un pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont les 2 locomotives économiques du continent, c'est plus tenu pour les faire plier. Donc, je ne dis pas que nos pays comme le Sénégal ne peuvent pas avoir la même attitude, mais ils se sont dit que ce qu'ils peuvent obtenir avec ces 5 pays-là, dans un premier temps, parce qu'aussi, Trump a une fixation sur les hydrocarbures, que ce soit le gaz, le pétrole, et que ce soit les ressources du sous-sol. Et quand vous regardez les 5 pays, il n'en manque pas. Et ça, je pense qu'il s'est dit, focalisons-nous sur ces pays-là, et ça nous aidera peut-être après la RD Congo et le Rwanda, surtout la RD Congo après l'accord de paix, et en contrepartie, ce que la RD Congo doit donner. Ça, c'est un peu cerise sur le gâteau. Continuer un peu sur le même chemin, parce que ça, il ne faut pas faire la fine bouche. Il va continuer à pousser pour
il a même dit qu'il est prêt à venir en Afrique. Oui. Parce qu'on ne s'attendait pas. Ce qui sera une première. Hein. Tout à fait. On lui a posé la question durant le tête-à-tête avec les chefs d'État. Il a dit qu'il est prêt et que les services vont regarder un peu comment il va le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a compris, mais ce n'est pas Donald Trump. Parce que les diplomates américains, quand même, quel que soit le président que vous avez, il a la chance aussi d'avoir un secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est un sénateur rompu à la tâche. Exactement. Et qui comprend mieux les enjeux mondiaux que Donald Trump. Donald Trump, quand il posait la question au président du Libéria, vous avez un bon anglais, ça a offusqué beaucoup de gens. Mais pour qui connaît l'américain moyen, c'est comme ça qu'il pose la question, elle est automatique. Ils vous disent, quand vous parlez un mot où vous l'avez appris, et à la limite, souvent, c'est insultant pour un pays comme le Libéria. Exactement. Je raconte toujours cette anecdote-là. J'étais avec une consoeur australienne. On était en formation aux États-Unis. On faisait des forats. On se présente dans la salle. La même question que Trump. Mais quand on lui a posé Australie, une dame, pour lui poser une question, il dit « Mais we have a good English ». Mais la femme voulait s'être anglais, parce qu'en Australie, il faut être ignorante pour ne pas savoir qu'il parle un très bon anglais. Ouais. Mais ça, il faut être Donald Trump pour faire un coup pareil. Effectivement, il y a eu plusieurs discours, Dr Tine, qui se sont succédés à la Maison-Blanche, que ce soit évidemment le discours du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ou encore du Gabon, Oligui Nguema, également de la Guinée-Bissau, du Libéria et de la Mauritanie. Alors, quels bénéfices réels les 5 pays africains invités à Washington peuvent-ils tirer des promesses économiques de Donald Trump au-delà du simple accès à leurs ressources minières? Bon, d'abord, je vais parler de la forme. Je pense que mon co-débatteur en a parlé. D'habitude, c'est des 54 pays. C'était les sommets États-Unis-Afrique. Cette fois-ci, le format a changé. Ces 5 chefs d'État, peut-être pas les moindres, mais pas les plus puissants. Donc, pas vraiment la locomotive de l'économie africaine qui a été invitée. Mais il faut savoir que c'est stratégique. Maintenant, je pense que réunir 54 pays lors d'un sommet, ça donne moins de masse de manœuvre aussi à ces pays africains. Exactement. Qui auront moins de temps de parole pour discuter avec le chef d'État américain. Mais ces 5 personnes, je pense qu'ils ont plus de temps pour un peu s'exprimer sur les questions qui les concernent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que le choix aussi, il est stratégique. Il est stratégique dans la mesure où on sait aujourd'hui que des entreprises américaines sont intéressées par les gisements offshore qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie, qui sont intéressés aussi sur les minerais de fer qui existent au Libéria, le manganèse qui existe au Gabon, les ressources halieutiques aussi de la Guinée. Ça veut dire que c'est stratégique comme invitation. Même si ce n'est pas les locomotives, comme l'a dit mon co-débatteur, de l'économie africaine, c'est vraiment des pays stratégiques en matière de ressources. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il faut aller au-delà même de ces choix-là, comprendre que c'est stratégique comme choix. Maintenant, j'aime son terme, même si c'est un peu inapproprié quand il dit moins de charité et plus de deal. Oui. C'est vrai que c'est ça, effectivement. Je pense que l'aide au développement aussi ne développe pas un pays. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et elle est aussi dans cette dynamique-là. Donc, le fait de suspendre l'aide au développement américaine de USAID, ça aussi, c'est pas que c'est un élan fort aussi de Donald Trump. Pour dire à ces pays africains, il faut essayer de dépendre moins d'aide au développement. Aller vers des collaborations gagnant-gagnant. Maintenant, gagnant-gagnant, c'est un peu trop dire. Ouais. Est-ce que, par exemple, peut y avoir une relation gagnant-gagnant entre le Gabon et les États-Unis? C'est un peu à revoir aussi le terme gagnant-gagnant. Donc ça aussi, si on voit la puissance que représentent les États-Unis comparée au Gabon, je pense que ces relations-là ne peuvent qu'être plus bénéfiques donc, aux États-Unis qu'au Gabon. Maintenant, je pense qu'on a beaucoup à gagner. On a beaucoup à gagner dans la mesure où ces présidents ont essayé de vendre la destination africaine. Pas africaine, mais de leur pays. Exactement. C'est vrai que ce que je déplore un peu donc, de cette rencontre, c'est que chaque pays a parlé en son propre nom et n'ont pas parlé de manière globale au nom de l'Afrique. Donc ça veut dire que la voix de l'Afrique ne s'est pas fait entendre là-bas. Chaque pays a essayé de vendre ce qu'il a. Diomaye, dans son discours, si vous l'entendez, a essayé de vendre un peu la destination sénégalaise en matière de tourisme, en matière d'infrastructure, etc. Exactement. Donc les autres pays présents ont fait pareil. Ça veut dire que personne n'a parlé au nom de l'Afrique. Ça veut dire que c'est de manière isolée, de manière aussi libre qu'ils ont parlé. Ils ont aussi défendu leur économie et ils ont aussi essayé de
d'attirer un peu Donald Trump pour investir davantage dans leur pays. Est-ce que justement le fait que ces chefs d'État soient allés un petit peu de façon dispersée, de façon regroupée, est-ce que ça peut avoir un impact, un retour, parce qu'au niveau de la Maison-Blanche, est-ce que ça ne va pas donner l'impression que, on a l'impression que ces chefs d'État doivent devoir chacun de son côté briller pour avoir les faveurs des États-Unis que d'aller de façon plus groupée? On a l'impression qu'au niveau des États-Unis, ça va être celui qui brille le plus qui sera le bon partenaire. En fait, je pense que les partenariats diffèrent. Oui. Ça veut dire que les États-Unis, ils ont regroupé 5 pays, mais pas forcément 5 pays qui ont les mêmes intérêts. Ça veut dire que les intérêts qu'ils ont sur la Mauritanie sont spécifiques. Les intérêts qui sont sur le Sénégal sont spécifiques. Ce n'est pas parce que c'est 5 pays qui vont ensemble à la Maison-Blanche qu'ils ont les mêmes intérêts tous les 5 pays. Ouais. Ça veut dire que ces pays aussi, je pense que ces chefs d'État ont de plus ou moins compris ça. Et chacun a aussi de défendre l'intérêt, de défendre son pays pour attirer plus donc, les investisseurs américains vers ces États-là. Maintenant, je pense que sur qui va gagner, qui va perdre, dès l'instant où maintenant ils privilégient les relations commerciales à l'aide au développement, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les pays peuvent y gagner. Maintenant, si on regarde la puissance que représentent les États-Unis comparée à ces pays-là qui ne sont pas vraiment les pays qu'on peut distinguer en matière de développement et d'économie en Afrique, ça se voit que la relation n'est pas égale à égale. Exactement. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, les Américains vont gagner plus que les Africains. Il faut aussi comprendre autre chose, il en a parlé. La Chine est en train de prendre du terrain. Ouais. La Russie est en train de prendre du terrain. Exactement. Et puis que c'est les rivaux des États-Unis, il va falloir maintenant que les États-Unis se positionnent maintenant en Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, si on compare, je prends l'exemple du Sénégal, les relations commerciales entre le Sénégal et les États-Unis sont 6 fois moins que les relations entre le Sénégal et la Chine. D'ailleurs, on a vu le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a rencontré justement les investisseurs américains justement pour échanger sur des points assez cruciaux et intéressants qui peuvent justement converger les idées qui ont été échangées à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump. Dr Tine a parlé justement de la suppression de l'aide publique au développement, donc l'USAID annoncée par Trump. Est-ce que la suspension de cette aide-là peut-elle réellement ouvrir la voie à une coopération plus équilibrée où elle risque au contraire de fragiliser les secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et l'agriculture? Les relations équilibrées, le chemin à parcourir reste encore long, comme l'a dit mon co-débatteur Dr Tine. Mais il faut dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé par les Américains, parce qu'on se rappelle, je pense que d'ailleurs, ce que disait Dr Tine, un instrument comme l'AGOA, qui a été instauré depuis plusieurs années et qui exempte de droits de douane les exportations africaines, c'était une formidable trouvaille vraiment entre les deux parties. Et on a vu que beaucoup de pays africains n'étaient pas à la hauteur. Ce n'est pas que les Américains vraiment fermaient leurs frontières, c'est parce que beaucoup de pays n'étaient pas à la hauteur pour répondre aux normes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table après ce sommet-là, parce que ça peut beaucoup aider, même si on sait que Donald Trump, il n'est pas question d'exempter des taxes, parce qu'on voit presque chaque semaine, il augmente les taxes en fonction de l'adversaire qu'il a en face. Mais je pense qu'au sortir de ce sommet, il est conscient que, bon, c'est dit donnant, il veut quelque chose en Afrique. En retour, il faut que nos pays puissent davantage exporter dans des conditions souples, parce que si on applique le régime mondial, comme on l'a vu sous l'AGOA, beaucoup de pays restent sous le carreau, et Dieu sait que ce qu'ils peuvent exporter aux États-Unis, il y a beaucoup de produits qu'ils peuvent exporter. Ce qui fait que il faut aller vers ça. C'est vrai, Dr Tine parlait de l'aide. Il faut moins dépendre d'aide, moins d'aide, plus de partenariat. Mais moi, je pense qu'un instrument comme l'USAID, quand vous regardez, il a été démantelé récemment. Je prends le cas du Sénégal que je connais bien. L'USAID, en termes de programme, surtout en direction de nos écoles, là, ils étaient en train de développer comment encourager vraiment nos jeunes écoliers des préscolaires et même l'élémentaire à savoir bien lire. Oui. Et c'est un programme que le gouvernement du Sénégal doit continuer, parce que là, avec l'arrêt de l'USAID, ce programme-là est voué à l'échec. Et ce serait un gâchis énorme, parce que moi, j'ai suivi un peu de près ce que les gens faisaient, mais c'est formidable. Donc ça veut dire que peut-être l'USAID ne peut pas être remis comme il était, parce que lui, il a dit qu'il n'est pas question, mais essayer de mettre un instrument
qui puisse accompagner les pays africains, parce qu'on a encore des années à rattraper pour peut-être pouvoir leur tenir la dragée haute. Mais de ce côté-là, nous avons besoin d'accompagnement souple, comme des instruments comme l'USAID sous une autre forme, pour continuer à accompagner beaucoup de pays africains. Oui, parce qu'il y a d'autres pays, notamment sur le plan de la santé, il y a le Soudan du Sud, il y a d'autres pays qui dépendaient vraiment de cette aide-là. Et on voit que la situation sur le plan sanitaire dans certains pays... exactement, mon cher Thior. Docteur Tin, on revient un petit peu sur tout ce qui a été dit concernant justement la suppression de l'aide de la part des États-Unis. Sous le premier mandat de Donald Trump, Thior l'a souligné au début de son argumentaire, on voyait très peu la politique de Donald Trump, on ne savait pas exactement ce qu'il attendait de l'Afrique, comment il voyait cette coopération. Et là, pour ce deuxième mandat, on voit un peu ce qu'il en est, les choses commencent à être dites et à être faites. Ça se dessine, en tout cas, cette politique de Donald Trump orientée vers l'Afrique. Est-ce que cette politique-là, justement, est beaucoup plus dans un schéma qui consiste à se dire on veut l'investissement privé et moins d'aide humanitaire ou d'aide destinée à certains pays africains? Bon, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que les décisions de Trump sont irréfléchies, je pense que Trump a eu le temps, pendant 4 ans, de dire voici ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, et que je ferai si jamais je retourne au pouvoir. Ça veut dire que c'est l'une des rares présidents qui a eu l'occasion pendant 4 ans, d'avoir une politique pendant 4 ans, et de rester pendant 4 ans hors du pouvoir, et de réfléchir sur ce qu'il aurait dû bien faire, selon lui, et qu'il n'a pas bien fait. Et donc pour l'Afrique, c'est de privilégier l'investissement privé et non l'aide internationale. Tout à fait. Maintenant, toutes les décisions qui sont prises maintenant, il a signé 139 décrets durant ces 100 premiers jours, 3 mois. 139 décrets, c'est un record. Vous voyez. Donc ça veut dire que toutes les décisions qu'il n'a pas pu prendre durant ces 4 ans-là, quand il retourne au pouvoir, il faut qu'il prenne ces décisions. Donc c'est ça qui fait qu'il a une politique qui est un peu, je dirais, qui surprend un peu tout le monde, si je peux le dire ainsi. Maintenant, par rapport à l'aide au développement, c'est vrai que c'est une bonne chose. Lecture pour tous, le programme, c'est un excellent programme. Maintenant, il faut voir maintenant que, en fait, c'est un peu ça le problème. Quand on rely on other people, quand on compte un peu sur les autres pour mener à bien ces politiques au niveau national, c'est là que le problème se pose. Parce que si jamais le robinet est coupé, il y a un problème qui se pose. Maintenant, il va falloir maintenant que le Sénégal développe des mécanismes qui peuvent permettre maintenant de continuer ces politiques-là. Ça veut dire qu'il va falloir que l'État aussi puisse compter sur lui-même pour un peu mettre en œuvre donc, ces politiques-là qui sont pour le bien-être de la jeunesse, notamment des jeunes écoliers au Sénégal. Ça, parmi tant d'autres politiques aussi, vous l'avez dit, il n'y a pas que le Sénégal. Vous savez, l'aide au développement américain, c'est 40% de l'aide au développement international à travers le monde. Les États-Unis, à eux seuls, couvraient 40% de l'aide au développement international. Donc, imaginez qu'on retire 40% de l'aide au développement, ce qui en reste, ça ne peut pas couvrir donc, les besoins en matière de santé, en matière d'éducation, etc. à travers le monde. Ça, c'est un coût que Donald Trump a donné à ces pays bon, du Global South, si je peux le dire ainsi. Maintenant, il va falloir maintenant que nos pays essaient de mener des politiques vis-à-vis des États-Unis qui peuvent permettre maintenant de combler ce gap. En faisant quoi? En maintenant travaillant sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'un pays aussi, il est souverain. Le Sénégal est un pays petit, pauvre, comparé aux États-Unis, mais c'est un pays souverain. Nos ressources nous appartiennent. Notre politique aussi, c'est à nous d'avoir une vision à travers le président de la paix et de mener à bien cette vision-là qui prédestine un peu le Sénégal. Il va falloir maintenant que, dans ces relations-là, que le Sénégal puisse dire il faut que je gagne ça. Oui, parce que si par exemple, vous voyez juste les relations États-Unis-Sénégal, vous savez que les importations des États-Unis vers le Sénégal, c'est presque 12 milliards de dollars. Alors que le contraire, c'est un peu moins de 2 milliards. Ça veut dire que l'importation des États-Unis du Sénégal, alors que nous importons presque 12 milliards donc, des États-Unis. Eux, ils importent presque 2 milliards, 1,9 milliard du Sénégal. Vous voyez, donc ça, ce n'est pas des relations gagnant-gagnant. Maintenant, il va falloir rééquilibrer, voir comment est-ce que aussi ça peut vraiment... c'est un peu ça aussi. En parlant de ce rééquilibre-là, parce que c'est très pertinent ce que Dr Tin vient de souligner, l'Afrique, à travers ces 5 pays, sont allés chercher justement des financements, sont allés signer des partenariats, une coopération, installer en tout cas une nouvelle coopération avec Donald Trump. Quel garde-fou les présidents africains doivent-ils mettre en place pour que les investissements américains respectent les normes sociales, environnementales et fiscales surtout?
mais ne pas vendanger nos ressources du sous-sol. Parce que on sait où Donald Trump veut en venir. Et quand vous avez à qui vous avez affaire aussi, vous devez être suffisamment préparé pour ne pas faire en sorte que de bazarder, comme ça se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui a des ressources formidables, mais on sait que depuis des années, on ne sait pas où vont ces ressources-là, parce que c'est bazardé par-ci, par-là. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Faire en sorte, comme le disait Dr Tine, établir des partenariats où chacun se retrouve, parce que le problème, c'est que la balance commerciale qui est déficitaire, il faut faire en sorte d'essayer de l'équilibrer, parce que ça va être difficile, ça peut prendre des années, mais je pense que comme aujourd'hui, en termes de ressources du sous-sol, que ce soit les hydrocarbures et autres, ces pays-là qui ont été conviés à la table de Donald Trump en ont suffisamment. En contrepartie, c'est faire en sorte que quand on exporte vers les États-Unis, qu'on puisse quand même arriver à un rééquilibrage de cette balance commerciale-là qui est largement déficitaire à notre détriment. Parce que si on ne le fait pas à la fin de son mandat, comme le disait Dr Tine, vous avez vu comment il est très pressé de faire des résultats. C'est comme si quelqu'un qui cherchait un troisième mandat. Donc, ce qui fait qu'à la fin de son mandat, lui, il va présenter un bilan élogieux envers ses supporters et les Américains de manière générale. Et nous donnons nos yeux que vous pleurez. Mais ça, c'est par rapport à nos chefs d'État et les équipes qui les entourent. Et je pense que de ce côté-là, quand vous les écoutez quand même, pendant le tête-à-tête avec Donald Trump, ils ont tous bien parlé de manière générale, mis à part les quelques blagues. Ça veut dire qu'ils étaient suffisamment préparés par leur diplomatie. Parce que ça aussi, en termes de diplomatie, les pays africains en ont. Et dans ces affaires-là, si vous avez de très bons diplomates, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Tirer l'épingle du jeu de l'Afrique, on en parle également en deuxième partie d'émission. Le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Dr Tine, je me tourne vers vous pour cette deuxième thématique. On parle justement de ce sommet des BRICS. Quelles sont les attentes concrètes justement de l'Afrique par rapport à ce 17e sommet en matière de commerce équitable, d'investissement productif et de gouvernance économique mondiale? En fait, d'abord, il faut dire c'est qui les BRICS. Les BRICS, c'est 5 pays qui en 2009 se sont dit il va falloir maintenant changer cet ordre mondial dominé par l'Occident. Et aujourd'hui, c'est 40% du PIB international et c'est plus de la moitié de la population mondiale. Donc ça veut dire que c'est un poids qui pèse sur la balance commerciale internationale. Maintenant, face à ça, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, et qui représentent aussi donc, une force inestimable en matière de commerce et en matière d'économie. Il va falloir maintenant comprendre que les BRICS ont pris beaucoup de volume ces dernières années, avec l'entrée en matière donc, des pays comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, comme l'Iran, et d'autres pays aussi qui sont dits pays partenaires, sans compter les pays qui sont candidats aussi qui veulent rentrer. Ça veut dire que ça attire. Maintenant, il faut comprendre que les BRICS sont dominés aussi par la Chine, par l'Inde, par le Brésil. Ça veut dire que la locomotive donc, des BRICS, ce n'est pas les pays africains comme l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Nigeria. Ouais. Donc ça aussi, c'est une réalité. Il va falloir maintenant que ces pays africains puissent se positionner. Parce que quoi qu'on dise, à l'intérieur des BRICS, même il y a des pays qui peuvent absorber d'autres pays. Ça veut dire des pays comme la Chine, qui est vraiment donc, une puissance mondiale non négligeable, absorber les autres pays aussi en matière de positionnement donc, des BRICS. Donc il va falloir que maintenant les pays africains puissent parler d'une seule voix. Je pense qu'au-delà même donc, de cette appartenance entité qui s'appelle les BRICS, il va falloir que maintenant, au sein même de ces BRICS-là, que les pays africains qui sont dans les BRICS, comme l'Égypte, comme l'Éthiopie, comme l'Afrique du Sud, etc., puissent aussi essayer de se positionner et d'essayer de parler d'une seule voix. S'ils peuvent vraiment faire bénéficier l'Afrique donc, de ces BRICS-là. C'est comme le G20. Le G20, l'Afrique est là, même si c'est une voix, parce que aussi c'est le déséquilibre dont on parlait tout à l'heure. L'Angleterre, c'est une voix. L'Afrique, c'est une voix. C'est 54 pays, une voix. Donc ça veut dire que les 54 pays ont le même poids que l'Angleterre ou bien la France. Donc vous voyez ce déséquilibre-là. Donc il va falloir que maintenant qu'on essaye. Je pense que c'est bien.
c'est bien que d'essayer donc de se disperser pour essayer donc que chacun parle de sa propre voix alors que la voix ne porte pas. Pour avoir une voix, il va falloir que maintenant qu'on puisse parler d'une seule voix. C'est là où le problème se pose au niveau de l'Afrique. L'Afrique a du mal à parler d'une seule voix. Les intérêts sont divergents, mais elle n'essaie pas de mettre je ne sais pas, de se débarrasser de leurs intérêts personnels, essayer de voir l'intérêt commun des Africains. Maintenant, dans les BRICS, au sein des BRICS, il va falloir que maintenant les pays africains des BRICS puissent aussi essayer de parler d'une seule voix pour peser plus. Sinon, je pense que ces pays-là, isolément, ne peuvent pas peser vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des pays, etc. Donc, il va falloir maintenant que ce positionnement de l'Afrique puisse être une réalité au sein des BRICS. Parce que les BRICS, c'est vrai que ça attire aujourd'hui. Si on voit tous les pays candidats, tous les pays qui disent partenaires, donc ça attire. Il va falloir maintenant aller au-delà de ça. Aujourd'hui, l'hégémonie du dollar, les BRICS ne peuvent rien contre ça. Exactement. Parce que quelle est la monnaie qui sera positionnée pour remplacer le dollar au sein des BRICS? Chaque pays va avoir que la Chine voulait que sa monnaie soit là, l'Inde voulait. Vous voyez, donc ça, c'est une concurrence même au sein même de l'entité. Et c'est ça qui fragilise un peu donc, les BRICS. Maintenant, il va falloir que ces pays africains puissent se positionner pour tirer bénéfice aussi donc, de ces divergences-là qui existent ou qui existeraient au sein même des BRICS. Tirer profit, Mamadou Thior, justement, par rapport à l'analyse du Dr Tine, c'est vrai que ces pays africains qui ont décidé d'intégrer cette organisation-là avaient des objectifs bien précis, notamment une croissance économique un peu plus imposante ou encore une stabilité dans plusieurs secteurs clés de développement. Mais l'adhésion des pays africains comme l'Égypte ou l'Éthiopie, encore le Dr Tine l'a souligné, au BRICS, est-ce que ça change le rapport de force économique du continent face aux institutions traditionnelles comme le FMI ou encore la Banque mondiale? Oui, à travers un mécanisme comme le BRICS, il pèse davantage parce que quand vous prenez le G7, ces pays-là ne peuvent pas faire entendre leur voix. Souvent, au sommet du G7, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un ou deux chefs d'État qui sont invités pour venir juste amuser la galerie. Mais là, à travers la présence de l'Égypte, de l'Éthiopie, avec l'Afrique du Sud qui est un membre fondateur, l'Afrique commence à avoir la voix, même si comparé quand même aux puissants comme la Chine, comme l'Inde, il y a du chemin à parcourir. Mais il y a quand même plus d'équilibre et de démocratie au sein des BRICS. Et je pense que ce qui fait que le nouvel ordre mondial qui se dessine, qui fait de sorte qu'il y ait un rééquilibrage des rapports de force entre G7 et BRICS, et je peux dire même que peut-être que dans quelques 2-3 ans, les BRICS vont carrément dominer parce que vous voyez que des pays comme les Émirats arabes unis sont devenus membres et l'avenir c'est à travers les fonds arabes, comme on dit, que ce soit le fonds saoudien, le fonds koweïtien. Et s'ils arrivent à intégrer un peu tous ces BRICS-là, avec cette manne financière, il y a de quoi avoir peur pour le G7. Et c'est ce que ces pays-là ont compris en faisant en sorte que pendant que le sommet des BRICS se tenait à Rio de Janeiro, Trump organisait son mini-sommet. Voilà, pour montrer que bon, l'Amérique quand même ne se laissera pas déborder de tous les côtés par la Chine et un peu l'autre rival, la Russie, à travers les BRICS. En parlant justement des BRICS que vous avez souligné, la manne financière, l'impact en tout cas au sein justement de cette organisation-là, vous avez parlé de ces pays africains. Comment concrètement les BRICS aujourd'hui peuvent aider ces pays africains à diversifier leur économie? Je pense qu'à travers des mécanismes beaucoup plus souples et vraiment que ce soit des prêts à des taux presque de zéro. Parce que ce qui se passe souvent, regardez le cas du Sénégal depuis l'arrivée du nouveau régime, le remboursement de la dette. Mais le nouveau régime est pris au collet. À la limite, tout ce qu'ils ont, ils mettent ça dans le service de la dette. Et c'est un boulet. Le Sénégal tape même à la porte des BRICS. Je ne sais pas s'ils vont continuer, mais je pense que, bon, compte tenu de notre poids économique qui laisse encore à désirer, ce n'est pas demain peut-être qu'on va intégrer. Parce que ça aussi, les BRICS sont très regardants sur le poids économique des pays qui tapent à la porte. Parce qu'ils veulent continuer à faire en sorte, comme l'a dit le Dr Tine, quand vous regardez aujourd'hui, ils font 40% de l'économie mondiale, avec plus de la moitié de la population. Donc ils veulent faire en sorte de changer le rapport de force. Parce que si en arrivant à changer ce rapport de force-là,
qu'il est déjà d'ailleurs, parce que quand vous comparez, vous regardez qu'ils sont devant le G7 Exactement. En termes de poids économique. Donc il faudra faire en sorte de ne pas commettre à travers les BRICS les mêmes erreurs que le G7 a commis en laissant sur le carreau tous ces pays qui voulaient émerger, parce que certainement craignant pour leur puissance. Alors, Dr Tine, Mamadou Thior l'a souligné, pendant que le sommet se déroulait à Rio de Janeiro, ce 17e sommet, de l'autre côté, Trump organisait justement ce mini-sommet, on en a parlé en première partie d'émission, et Trump, visiblement, s'intéresse à tout, puisqu'il a menacé, entre guillemets, d'augmenter la taxe, une surtaxe de 10% sur les produits importés dans les pays membres du BRICS, et quand on sait que l'Afrique est également représentée à l'intérieur, et que derrière, Trump aujourd'hui veut travailler avec l'Afrique. Comment analyser un peu cette double sortie du président américain? En fait, il y a l'autre qui disait que, je ne sais pas comment on veut le traduire, il y a un adage chez nous qui dit, quand certaines personnes parlent, il ne faut pas se référer pour ça pour frapper son enfant. En fait, c'est ça avec Trump. Ouais. Trump, en fait, il change de casquette vis-à-vis de ses positions, vis-à-vis de ses intérêts. Combien de fois il a dit qu'il va taxer des droits de douane d'un montant à tel pays, après il recule par rapport à ça, parce qu'après on lui fait savoir que c'est pas ce que tu veux qui va se passer. Il y a aussi les intérêts américains aussi qui sont menacés. Ouais. Et vous pensez que Trump va reculer sur la surtaxe de 10%? Non, en fait, je ne dis pas qu'il va reculer sur la surtaxe de 10%, mais c'est juste pour dire que selon, par exemple, le contexte géopolitique qui va évoluer, ça peut changer. Ça peut changer. Quand la Chine a voulu appliquer la réciprocité par rapport aux droits de taxe, à un certain moment, il a reculé. Parce que aussi, l'économie américaine aussi va prendre un fouet aussi. Parce que c'est pas seulement les Américains n'exportent pas seulement, ils importent aussi. Et si les droits de douane aussi sont imposés sur le commerce extérieur des États-Unis, ça peut avoir un fouet, un coup aussi sur l'économie américaine. Maintenant, pour ce qui est des BRICS, c'est vrai que le gars, l'ancien régime Biden, son problème c'était la Russie. Trump, son problème c'est la Chine. Et la Russie. Donc plus la Chine que la Russie quand même. Parce que quand il a venu, on a vu sa position par rapport à la guerre en Ukraine, qui a été vraiment plus favorable à la Russie contrairement à Biden. Ouais. Lui, son problème c'est parce qu'au fait, quand Biden misait sur les questions géopolitiques, Trump mise plus sur les questions économiques. C'est un homme d'affaires aussi, ça peut se comprendre. Donc, dans son ADN, c'est l'économie. Quand il dit « Make America Great Again », il parle du développement économique des États-Unis. Quand il enlève l'aide au développement américain, c'est pour lui ça peut être réinvesti dans l'économie américaine. Donc, pour lui, c'est la guerre économique. Et la guerre économique, le premier rival des États-Unis, c'est la Chine. Et aujourd'hui, on sait que c'est la Chine qui dirige les BRICS. Ouais. Donc, quand il était en train de tenir le sommet, il a dit il faut que je fasse quelque chose pour un peu contrebalancer, pour faire parler au moins de quelque chose d'autre. Parce qu'en Afrique aussi, je pense que ce sommet-là, en tout cas dans la sous-région ouest africaine, a fait plus jaser que le sommet des BRICS. Exactement. Et il y en a même qui n'étaient même pas au courant du sommet des BRICS. Tout le monde parlait de Trump avec ses... mini-sommet. Donc, il a pu, à travers son mini-sommet-là, et si vous voyez le temps, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, je pense que ça n'a pas pris, ça a été une décision prise à la hâte. Parce que moi, c'est 1 semaine ou 10 jours qu'on a su que, on a dit que, attends, ça, c'était pas préparé. Pour une invitation de 5 chefs d'État à la Maison-Blanche, ça se prépare sur des mois. Et peut-être que même les présidents ont été informés peut-être 1 mois avant. Heureusement qu'ils ont eu le temps de bien préparer. Donc vous voyez que ça n'a pas été préparé. Il s'est dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ils ont réfléchi sur qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu contrebalancer ce qui se passe à Rio. Donc il a créé son sommet, et son sommet aussi a occupé l'actualité vraiment ouest africaine durant cette période-là. Personne n'a parlé des BRICS. Et même en Afrique centrale, parce qu'avec avec le Gabon qui était représenté justement, effectivement, il y a eu un écho très retentissant sur l'Afrique, de façon générale, parce qu'on a vu que toute l'Afrique a parlé un petit peu de ce sommet. Alors, mon cher Thior, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de cette organisation, les BRICS, le nouveau pacte de financement mondial proposé par cette organisation, est-ce que c'est adapté aux réalités africaines et les modèles par rapport aux modèles occidentaux? Tout à fait, parce qu'on a vu que les modèles occidentaux jusque-là n'ont pas permis à nos pays de décoller. Regardez le mécanisme comme le FMI, qu'on invite à intervenir par-ci par-là. Depuis que les institutions de Bretton Woods
avec la Banque mondiale sont là, quels pays africains ont-ils développé? Donc ça veut dire que le modèle occidental a fait son chemin et contre-productif. Il faut tenter un nouveau modèle à travers les BRICS. Et les BRICS savent les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce qu'aujourd'hui, que ces pays-là, qui sont des pays qui sont issus majoritairement du Sud, comparés aux pays occidentaux qui sont dans l'hémisphère nord, donc à la limite, les réalités économiques sont les mêmes. Les problèmes, on peut, à l'échelle de chaque pays, savoir un peu qu'ils vivent un peu les mêmes problèmes. Et ça aussi, ça aide à aller de l'avant et à faire en sorte que ces pays-là, parce que ce qui vise, c'est l'émergence, faire en sorte que ces pays-là émergent réellement et puissent servir de contrepoids à ce G7 qui a fait son temps. Et à ce G20 aussi, qui, depuis qu'il a été mis en place, à la limite, ne sert à rien du tout. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'impact de ces pays qui ont déjà adhéré tu vois, quand je parle d'impact, c'est que quand on va, par exemple, des pays comme l'Éthiopie, l'Égypte aussi, qui sont plutôt, on va dire, bien organisés dans certains domaines, comment aujourd'hui, justement, les BRICS peuvent aider l'Éthiopie à mieux se développer, notamment sur le plan infrastructurel, quand on sait qu'évidemment l'Éthiopie a déjà évolué bien à ce niveau-là, mais comment renforcer réellement ce partenariat au point où on peut sentir le poids de cette organisation sur l'émergence dont vous avez souligné de ces pays? Oui, quand vous prenez en termes d'aviation civile, l'Éthiopie quand même est en train de monter en puissance. L'aéroport d'Addis Abeba, je pense qu'ils sont en train d'étendre leurs tentacules pour faire en sorte que ça continue à être un hub mondial. Et ça, je pense que à travers le G20, les financements qu'ils pouvaient mobiliser, ça allait prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, à travers les BRICS, ils peuvent rapidement y arriver parce que c'est des investissements rentables, c'est des investissements lourds, certes, qui demandent beaucoup de moyens. Et souvent, quand vous regardez les pays occidentaux, ils rechignent à le faire parce que c'est un peu de la concurrence d'avoir un hub aéronautique mondial au cœur de l'Afrique. Et quand vous regardez la carte du monde, c'est fabuleux de partir d'Addis Abeba pour mailler un peu le monde. Ce qui fait que quand vous comparez avec des autres pays qui sont plus à l'ouest, il est beaucoup plus rentable de partir d'Addis Abeba, d'aller d'un point à l'autre du globe, que de partir par exemple de Chicago-O'Hare, qui est un autre grand aéroport du monde. Donc tout ça, je pense que les pays des BRICS ont de quoi apprendre des erreurs qui ont plombé un peu le G7, qui était un peu un regroupement de pays qui à la limite sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et qui dictaient un peu leur façon de voir le monde. Aujourd'hui, il faut écouter tous ces pays-là qui veulent émerger, comme le Brésil, qui n'est pas un nain économique. Vous avez vu un peu quand Donald Trump a dit oui, il va augmenter les taxes de 10%. Lula lui a dit, vous augmentez, on augmente. Qui aurait pu croire à peut-être une telle réponse il y a quelques années? Ça veut dire que le Brésil aujourd'hui commence à tirer son épingle du jeu. Et il faut faire en sorte que beaucoup de pays membres du BRICS puissent parler d'égal à égal avec ce qu'on considère comme les grands de ce monde. Justement, Dr Tine, par rapport à ce que Mamadou Thior vient de souligner, vous l'avez également souligné, cet esprit d'équipe aujourd'hui au sein même de ces organisations-là, en ce qui concerne les pays africains membres de cette organisation-là, justement, comment éviter, comment renforcer leur voix de ces pays africains au sein justement de cette organisation-là? Est-ce qu'il faut éviter les divisions internes ou peser collectivement dans les orientations stratégiques du groupe? Comment l'Afrique peut parler d'une seule voix au sein de cette organisation? En fait, ce que je voulais souligner avant d'en venir à votre question, c'est en fait le choix stratégique des membres de ces BRICS-là. En 2009, quand ils l'ont créé, c'était pratiquement tous les continents qui étaient représentés. Donc l'Europe par la Russie, un peu l'Asie par la Chine, et l'Inde dans certaines mesures, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc vous voyez que déjà c'est stratégique sur le plan géographique, ils ont essayé de couvrir le monde sur le choix des pays. Et même après,
les pays qui ont rejoint les BRICS après, il faut voir que c'est des pays qui ont quelque chose à vendre. Vous voyez. Donc si vous prenez les Émirats arabes, ils ont quelque chose à vendre. L'Éthiopie a quelque chose à vendre. Aujourd'hui, Éthiopienne, il peut concurrencer avec Air France, il peut avec Emirates. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un hub. Aujourd'hui, il l'a dit, tout le monde qui quitte tout le continent africain pour aller vers l'Asie, impérativement vous passez par Addis. C'est comme si c'était... Parce que c'est Éthiopienne qui a pu se positionner comme ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi à vendre. Donc pour dire que je pense que les choix sont stratégiques. Même parmi les partenaires aussi sont stratégiques. Donc pour dire que... L'Iran. Effectivement, l'Iran aussi. L'Iran aussi a quelque chose à vendre. Donc vous voyez, les réserves pétrole de le détroit de Dormouz, où transite le commerce, exactement. Les navires du monde. Vous voyez. Donc ça veut dire que les choix du BRICS sont stratégiques. Ça veut dire qu'ils peuvent dans les années à venir prendre la suprématie donc, de l'économie mondiale. Ça c'est une évidence, la manière dont ils avancent aujourd'hui. Et sans compter d'autres pays qui aujourd'hui sont en train de toquer à la porte pour rentrer. Ouais. Donc pour dire que c'est vraiment... Mais pourquoi ils ont du mal? Je veux dire, si l'organisation, on sait qu'elle est très sélective, mais il y a beaucoup de pays aujourd'hui, à l'image de ce qu'on a pu voir lors du sommet avec Donald Trump, le mini-sommet, plusieurs chefs d'État avaient des choses à proposer, avaient des choses à vendre. Est-ce que ces choses-là, ces matières premières n'intéressent pas aujourd'hui En fait, ça intéresse bien sûr. Ouais. Mais si, par exemple, vous avez l'Iran, et après, le Sénégal tape à la porte, en matière maintenant de ressources naturelles, de ressources pétrolières, ouais. Si vous avez l'Iran, est-ce que par exemple vous direz, ok, le Sénégal peut attendre parce qu'on a l'Iran? Parce que sur le plan pétrolier, on a au moins quelque chose à vendre parce qu'il y a un de nos membres qui est l'un des plus grands exploiteurs de pétrole au monde. Donc ça aussi, c'est un positionnement aussi. Donc ça, c'est fait partie des choix. Maintenant, peut-être ce qu'il faut critiquer, c'est le fait que certains pays, parce qu'en fait, c'est plus ou moins des pays émergents qui sont dans les BRICS. Mais ces pays qui sont en mode de développement, donc il faut maintenant essayer de voir comment il faut impliquer ces pays pour les tirer vers le haut. C'est de ça maintenant qu'il s'agit. C'est ça le problème qui se pose maintenant au niveau des BRICS. Parce que si vous voyez les pays qui sont choisis en Afrique, c'est plus ou moins des pays émergents. Exactement. Ce n'est pas des pays en développement comme ceux que Trump a conviés. Ça aussi, c'est une communication de Trump. Au moins, je dis, ok, eux, les boss se retrouvent là-bas. Moi, je vais essayer de discuter avec ceux qu'ils considèrent comme étant les moins importants pour voir comment est-ce qu'ils les tirer vers l'émergence, comment collaborer avec eux, comment avoir une politique gagnant-gagnant vis-à-vis de ces pays-là pour pouvoir les aider à aller vers l'émergence. Ça aussi, c'est une communication des États-Unis qui parle aussi. Oui, tu vois, en quelques mots. Et vous arrêtez sur l'Égypte avec le détroit. Et le détroit de Dormouz avec l'Iran. Vous avez vu la récente guerre qu'il y a eu avec Israël. Pourquoi Donald Trump l'a arrêté vite fait? Parce que si les Iraniens avaient bloqué ce détroit-là où passent les navires qui font le commerce mondial, c'était la catastrophe pour tout le monde. Donc ça veut dire que quelque part, les BRICS, ils ont un levier à travers le choix géographique qu'il a mentionné tout à l'heure et un peu en regardant sur les pays qui adhèrent. De 5, ils sont maintenant à 11. Mais regardez les pays qui sont venus se greffer, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, ce n'est pas des nains, économiquement parlant, c'est vraiment des puissances qui émergent et qui sont situées dans une partie du monde où ça compte. L'économie mondiale de demain, ça compte de commercer avec ces gens-là. Évidemment, merci à vous, monsieur. Je rappelle que malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le débrief, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Mamadou Thior, vous êtes journaliste, analyste politique. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau débrief. Plaisir. Et en face de vous, docteur Latirtine, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur en paix et sécurité. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau débrief. Le plaisir est partagé, monsieur. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à l'actualité africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.